C'est probablement un sentiment que tout le monde a partagé au moins une fois dans sa vie. Plus on avance, plus les choses se compliquent, ou plus exactement, plus on progresse, plus l'univers se complexifie. À ce problème, Edgar Morin, l'un des plus grands penseurs de notre époque, apporte une réponse simple et accessible au plus grand nombre. Ça s'appelle Pensée globale. Edgar Morin est l'invité exceptionnel de votre grande édition. Bonsoir Edgar Morin. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue. Vous êtes sociologue, vous êtes philosophe également. Votre livre Pensée globale, l'humain et son univers est publié aux éditions Robert Laffont. Alors, votre ouvrage est une réflexion stimulante pour mieux affronter notre monde qui est de plus en plus dur, de plus en plus complexe. Il fait aussi écho à l'actualité, ce livre. Il y a les guerres, il y a la violence, il y a ce drame des migrants que l'on vient de voir. Comment peut-on faire face en tant qu'humain, en tant qu'individu, à ce déferlement ? Vous savez, tout d'abord, il faut le penser, et c'est ça qui est la première difficulté. La première difficulté, vu la complexité et la rapidité des processus et l'irruption d'événements inattendus, comme par exemple cet afflux de réfugiés, qui nous oblige pas seulement à prendre des mesures, mais à dire qu'est-ce que c'est, où ça va, d'où ça vient. Bon, il faut penser. Ensuite, il faut agir. Mais agir, bon, en tant qu'individu, on est très désarmé. On peut agir que, comme moi, j'ai encore l'avantage de pouvoir agir par l'écrit, par la parole, mais c'est très limité. Et si on ne peut pas convaincre les dirigeants politiques et autres, on ne peut pas faire grand-chose. Mais alors on résiste par la parole. Moi, ce que j'ai fait, j'ai continué une résistance sur un mode nouveau, puisque j'étais un résistant des années d'occupation. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut résister aux forces obscurantistes qui se déferlent sur notre monde. Au moins ça. Et parmi ces forces obscurantistes, évidemment, il y a les multiples fanatismes, qu'ils soient nationaux, ethniques et religieux, mais il y a aussi l'inconscience, ce que j'appelle aussi le somnambulisme. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans de somnambulisme quand j'étais adolescent. Là, on allait à la guerre de 40 en totale inconscience et en croyant avoir des solutions et la victoire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un autre somnambulisme parce que les politiques sont pris par des problèmes. L'économie a bouffé la politique et en plus, l'immédiat qui déferle rend incapable d'avoir une politique à longue haleine. Donc on est très désarmé. Le seul problème, c'est de ne pas renoncer à pouvoir essayer de dire ce qu'on pense juste dans ces cas-là. Edgar Morin, vous parlez notamment dans votre livre du retour des barbares. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, moi je dis qu'il y a deux barbaries. Il y a une barbarie qui est très connue parce qu'elle déferle depuis les débuts des temps historiques. C'est quoi ? C'est la haine, c'est le mépris, c'est le massacre, c'est la torture, c'est l'humiliation. Bon. Et cette barbarie qui s'apaise dans des périodes provisoires redéferle à nouveau maintenant. Et d'un peu partout. Et parce qu'il n'y a pas que la barbarie des barbares, des super barbares du Daesh, il y a là aussi une façon barbare de lutter contre, ne serait-ce que par des drones qui tuent beaucoup plus de civils que de militaires. Bon. Alors, il y a cette barbarie. Il y a une autre barbarie qui est la barbarie qui est à l'intérieur de notre civilisation. C'est la barbarie, je dirais, où le règne du calcul. C'est-à-dire, le calcul, c'est froid, c'est glacé, on voit tout par chiffre de croissance, PIB, sondage d'opinion, et le calcul empêche de voir les vrais sentiments, l'amour, la souffrance, la haine. Et donc, si vous voulez, il y a cet aveuglement. Et dans cet aveuglement, dans cette barbarie du calcul, il y a la barbarie du profit déchaîné. Et c'est cette domination du capital, de la spéculation financière, qui est quelque chose qui est propre à notre civilisation. Alors, quand vous avez ces deux barbaries en même temps, on est obligé de lutter sur deux fronts. Et vous parlez d'ailleurs d'homo economicus. Alors, nous vivons dans la préhistoire de l'esprit humain, et si nous ne pensons pas global, dites-vous, nous courons à la catastrophe. Expliquez-nous votre point de vue. Bon, la première chose, c'est que je suis persuadé que les capacités qui sont dans notre cerveau
sont très peu utilisés. Einstein disait que 15% seulement de notre cerveau est utilisé. Ouais. On ne peut pas donner un pourcentage, c'est encore du calcul, mais moi je suis convaincu qu'il y a des capacités. On voit parfois des yogis, on voit des gens qui ont des capacités spirituelles formidables. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est dans la préhistoire de l'esprit humain. Maintenant, je crois que nous allons vers la catastrophe. Je dirais que probablement. Qu'est-ce que ça veut dire probable ? C'est-à-dire que nous sommes, pour un observateur donné, dans un lieu donné, qui a des bonnes informations, c'est tous les courants qui traversent le présent que l'on projette vers le futur. Or, si je projette vers le futur, la technique, elle est de moins en moins contrôlée par nous. On est en train de produire des robots, des machines qui nous dépassent. La science qui produit des choses merveilleuses, elle a quand même produit l'arme nucléaire. Elle produit aujourd'hui des capacités de manipulation génétique ou cérébrale qui peuvent être terribles. Bon. L'économie, elle est déréglée. Nous sommes dans des crises à rebondissement. Et alors, quand nous voyons tous ces processus, avec la multiplication des armes nucléaires, avec tous les périls que nous faisons courir à la biosphère et pour lesquels nous n'avons pas encore trouvé le moyen de freiner, même pas d'arrêter, de freiner, quand on voit tous ces processus qui sont, c'est comme le vaisseau spatial Terre n'a pas de pilote, n'a aucun, il file à toute vitesse. Et c'est ça la catastrophe. Mais souvent dans l'histoire est arrivé l'événement imprévu qui change le cours de l'histoire. Et moi, mon espoir, c'est ça, et c'est dans ce sens que j'essaie de travailler. Alors, vous évoquez l'homme 100% individuel et 100% social. La part de l'individuel, justement, Edgar Morin, aujourd'hui, en 2015, n'écrase-t-elle pas littéralement l'autre ? Je veux dire que dans notre société, nous avons d'un côté un individualisme qui a des avantages, qui donne des responsabilités et des libertés, mais qui se ferme en égoïsme, et les solidarités traditionnelles ont été détruites. Nous sommes dans un monde très peu solidaire, et nous le voyons aussi par rapport au problème des réfugiés. Et donc, si vous voulez, il y a ça. Et d'autre part, nous avons une puissance de plus en plus anonyme de l'État qui joue par règlement abstrait. Donc, on est dans un monde où l'anonymat progresse. L'anonymat en même temps que le déferlement du profit. Et c'est ça, dans le fond, qui fait que, moi, je crois qu'on est dans l'aspiration à une autre civilisation, à une civilisation où il y aurait de la convivialité, où il y aurait de la solidarité, où il y aurait de la poésie de la vie. Et dans le fond, moi je crois, et c'est ça mon espoir, plus les forces d'oppression, d'anonymat, de profit se déchaînent, plus la contre-tendance apparaît. Parce que déjà, nous résistons dans nos familles, dans nos rapports d'amitié, dans nos fraternités locales. Nous avons des petits oasis qui nous permettent de résister dans le grand désert de la société. Alors, à partir de ces oasis, il peut y avoir des irrigations et quelque chose qui change. Alors, s'indigner, c'est résister, c'est ce que disait votre grand ami Stéphane Hessel, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Quand on a lu votre livre, Edgar Morin, on est partagé entre l'optimisme et le pessimisme. D'ailleurs, vous-même, vous vous décrivez, il me semble, comme un homme, comment dites-vous, opti-pessimiste. Oui. C'est ça, oui. Oui. C'est quoi un opti-pessimiste aujourd'hui ? Et parce que, pour moi, je refuse cette alternative trop simpliste. Parce que, comme je l'ai dit, le pessimisme, c'est les probabilités qui sont mauvaises. L'optimisme, c'est de savoir qu'il y a peut-être une porte de sortie. Et dans le fond, je vis les deux. Mais vous savez, quand je parle à des auditoires, que je remonte tous les dangers et toutes les probabilités, et qu'après je dis, mais je leur donne des exemples historiques pour montrer comment le cours de l'histoire a changé. Ne serait-ce que la bataille de Moscou en décembre 1941, où il y a eu la première défaite nazie, et le lendemain, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor qui a fait entrer l'Amérique dans la guerre. On voit que tout bascule. Alors que la domination nazie était absolument probable, elle commence à devenir incertaine. Donc, à la fin de ce que je dis, je donne de l'espoir, mais pas d'illusion, pas de fausses espérances.
montrer qu'il y a une possibilité. Alors pour nous aider justement face à ce monde, Edgar Morin, vous nous invitez à lire bien évidemment, à aller au cinéma, voir des films, à aller au théâtre. Vous insistez sur les arts et la culture dans son ensemble. Comment faire partager ces émissions dans un temps où tout est dominé, vous l'avez d'ailleurs dit, par l'immédiateté, on le voit dans les médias, mais pas seulement, tout va très vite. C'est ça, il faut échapper, je dirais, à la chronométrie, il faut échapper à la programmation de la vie, il faut trouver aussi des petits oasis de vie. Ouais. Bon, c'est ce que moi j'essaie de faire, heureusement. Il y a encore des gens qui peuvent aller au cinéma, au théâtre, etc. Il faudrait qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Alors vous êtes donc un grand passionné de cinéma, un cinéphile, hein, comme on dit. Vous partagez d'ailleurs votre passion pour le 7e art dans un documentaire intitulé « Chronique d'un regard ». Estelle Martin, qui s'apprête à nous rejoindre pour la Chronique Culture, vous a offert un extrait de ce documentaire. On regarde Edgar Morin et on en parle juste après avec Estelle Martin.